Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. Amis téléspectateurs, c'est sur cette célèbre citation de François-René de Chateaubriand que nous ouvrons ce numéro de votre programme bi-hebdomadaire. La sortie du bloc de la majorité parlementaire, érigée en rentrée politique, et le chauffeur victime de la barbarie des forces de l'ordre sont les sujets en lice pour cette émission. Ainsi dire, la structure intacte de votre émission nous indique Gloire d'Afrique. Félix Houphouët-Boigny. Selon sa biographie officielle, Félix Houphouët-Boigny aurait vu le jour le 18 octobre 1905 à Ngokro. Issu d'une lignée royale, il sera appelé à succéder très tôt à son père, assassiné en 1910. Compte tenu de son rang, l'administration coloniale décide de l'instruire. Il se convertit au christianisme et se fait baptiser Félix, considérant cette religion comme le signe de la modernité. Brillant élève, il intègre l'école normale William Ponty où il obtient son diplôme d'instituteur et enchaîne en 1921 avec l'école de médecine de l'AOF dont il sort major en 1925. Dans la même année, Houphouët commence sa carrière en tant que médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan où il fonde une amicale regroupant le personnel médical indigène. Voyant d'un mauvais œil cette association qu'elle assimile à une formation syndicale, l'administration coloniale va le muter à Guiglo puis à Bengourou où il va lutter auprès des cultivateurs de cacao indigènes pour améliorer leurs conditions de travail. Peu de temps après, Houphouët est appelé à prendre ses fonctions de chef de village, mais préférant poursuivre sa carrière, il se désiste en faveur de son frère cadet Augustin. Cependant, en 1939, son frère décède et il sera obligé de lui succéder à la tête du royaume. Il parvient à développer la plantation familiale en diversifiant les cultures de caoutchouc, de cacao et de café et devient l'un des plus riches planteurs africains. Le 3 septembre 1944, il fonde en accord avec l'administration coloniale le syndicat agricole africain dont il devient le président. Très vite, il revendique de meilleures conditions de travail, une hausse de salaire et l'abolition du travail forcé. En octobre 1945, Houphouët est projeté sur la scène politique. Le gouvernement français, décidé à faire participer ses colonies à l'Assemblée constituante, organise l'élection de 2 députés en Côte d'Ivoire. Houphouët se présente et grâce au nombreux soutien qu'il a acquis par son action syndicale, est élu au premier tour avec plus de 1000 voix d'avance. Pour son entrée en politique, il décide d'ajouter Boigny, signifiant bélier, symbole de son rôle de meneur, à son patronyme, devenant ainsi Félix Houphouët-Boigny. En 1946, Houphouët-Boigny transforme le syndicat agricole africain en Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, qui deviendra plus tard le Rassemblement démocratique africain, RDA, dont il est le président. En février 1956, il entre au gouvernement en qualité de ministre délégué à la présidence du Conseil dans le gouvernement de Guy Mollet, poste qu'il occupe jusqu'au 13 juin 1957. Houphouët-Boigny devient président lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. Il élimine l'opposition et centralise rapidement les pouvoirs autour de lui et de son parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le Parti unique. Le président mise sur le libéralisme économique pour développer son pays. Les investissements étrangers sont sollicités et les ressources premières comme le cacao, le café et le bois mis à contribution. Les forts taux de croissance et les progrès sociaux, scolarisation, espérance de vie font d'elle un modèle sur le continent. Mais si l'exportation de cacao et de café a fait la richesse de la Côte d'Ivoire, elle provoque également ses difficultés dans les années 80 après la chute brutale des coûts des matières premières. Dès lors, son régime dominé depuis l'indépendance par un parti unique, le PDCI, miné par une corruption endémique, devient de plus en plus insupportable pour la population touchée de plein fouet par la crise économique. Félix Houphouët-Boigny, l'homme de la France en Afrique, se taille une place toute particulière sur la scène africaine, notamment en Afrique francophone et dans le golfe de Guinée, où son influence fut grande. Des ouvertures démocratiques sont faites et des élections multipartites tenues en 1990. Houphouët-Boigny conserve le pouvoir, mais la grogne se poursuit, notamment chez les étudiants. Atteint d'un cancer de la prostate depuis 6 mois, le président Houphouët-Boigny meurt le 7 décembre 1993 à l'âge de 88 ans. Et le 7 février, 27 chefs d'État et des représentants de 120 autres pays adressent un ultime adieu à Houphouët sous la coupole de la basilique Notre-Dame de la Paix. Le successeur constitutionnel est le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié. Sa place est cependant contestée par le Premier ministre Alassane Ouattara.
Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, leader syndical, député ivoirien en France, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Sage, ou Nana Boigny, ou même Nana Houphouët, ou encore le Vieux, tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique et domine jusqu'à la fin de sa vie la scène politique de son pays natal. Quand le baobab s'effondre, comment garder les oiseaux? Si les héritiers ne se donnent pas la main, ils ne pourront assumer l'héritage, déclarait au lendemain de la mort du Vieux Alpha Oumar Konaré, alors président du Mali. Eh bien voilà, sans commentaire, nous poursuivons donc ce programme avec la phase suivante. Mais avant, le plateau est fait de Léon Batonwero. Léon, bonsoir. Bonsoir Hippolyte Agossou, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Aubin Tony de Arzek FM, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tout le monde. Samson Cabral Adessi, le chroniqueur, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Avant de poursuivre, faisons donc un tour à la régie. On aborde dans cette rubrique un fait pas trop gai et déjà nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Les forces de l'ordre qui, dans leurs actions et réactions, posent souvent des problèmes. Discussion entre forces de l'ordre et conducteurs qui a viré au drame. Tony Aubin. Oui, Hippolyte Agossou, c'est vrai que le sujet n'est pas gai. C'est ce à quoi nous avons assisté la semaine dernière. Malheureusement, c'est une affaire qui est en instruction. Et donc, quand ça se passe ainsi, on se garde d'avancer dans des commentaires. On observe tout simplement que c'est un fait malheureux qui s'est produit. Et ça peut paraître un peu surprenant parce que ceux-là qui sont chargés d'assurer votre sécurité lorsqu'ils arrivent à poser un acte du genre, c'est un peu triste. C'est un peu triste, c'est un drame. Vraiment, soutien à ses amis parce qu'il faudra le reconnaître. Entre forces de l'ordre et journalistes, il y a naturellement ce lien d'amitié. Et donc, courage à nos amis qui sont en train de passer des jours, un séjour carcéral. Courage à ces parents-là qui ont malheureusement perdu l'un des leurs. On va souhaiter que des dispositions soient prises pour que violence ne soit plus faite sur les concitoyens. Alors, Léon Batonwero, ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité, tout de suite, ça vit au vinaigre de façon inattendue. Ça vient généralement, de toute façon. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver que dans les manœuvres que les hommes de sécurité utilisent, qu'il y ait parfois des désagréments, des effets non souhaités. Mais ici, ce coup de gueule, l'intérêt du sujet réside dans le fait que on peut penser que pour une action où un conducteur aurait par exemple son téléphone à l'oreille, selon les informations qui sont ventilées ça et là, et qui ont fait objet d'instructions, comme Tony l'a rappelé si bien, on peut penser qu'il y a quand même un petit excès que d'aller violenter un conducteur jusqu'à lui en donner la mort de façon volontaire peut-être ou involontaire. De toute façon, la mort est survenue. Et c'est l'intérêt même, comme je le disais, d'aborder ce sujet sous coup de gueule. Les hommes de sécurité en général au Bénin ont quand même beaucoup de stratégies pour arraisonner les gens qui sont en faute. Et parfois, il y en a qui leur échappent. Et même si il faut compter avec le fait que les conducteurs, en général, les motocyclistes ou ceux qui sont à usage des véhicules à 3, 4 roues, je ne sais combien de roues, font usage de quelques manœuvres pas trop bien aussi pour échapper. Même s'il faut compter avec tout ça, il ne faut pas déverser toute la colère qui est leur au moment de l'arrestation pour agir alors. Parce que d'une simple contravention, aller à un homicide, soit-il involontaire, je crois qu'il y a quand même un fossé. Et l'enseignement qu'on peut en tirer, la condamnation qu'on peut en faire, c'est à cet instant précis qu'il faut dire on reconnaît le mérite
des hommes de sécurité censés garder notre sécurité, censés préserver l'ordre public à travers les lois qu'ils font respecter en matière donc, de sécurité, de circulation de la route. Et si il faut craindre que ce soit eux qui soient des hommes d'insécurité, là, il y a un problème, c'est l'intérêt donc de parler de ce sujet sur cette rubrique. Il n'y a pas que ce cas isolé qu'on est à connaissance aujourd'hui et qui fait grand bruit à Parakou qui existe. Il y a bien d'autres cas dans les contrées les plus reculées où des gens observent des abus sans pouvoir forcément avoir la force d'en parler, ou peut-être que sans savoir les canaux à emprunter pour en parler, afin qu'on observe une situation pareille où on a des hommes de sécurité qui sont mis quelque part parce qu'ils ont failli à leur mission, et ça doit leur donner un peu plus d'enseignement, ça doit aussi nous éclairer, et pas forcément qu'on le dit en tant que journaliste pour dire désormais il faut vous révolter, non. Même en étant dans la droiture, en étant dans les tests, il y a des marges, des normes à suivre. Et quand ces forces en arrivent à un excès, parce que moi, journaliste, j'en ai été une fois victime, et j'ai dit au commissaire finalement qu'il semble que leurs hommes ne respectent pas toujours les principes. Et à cet instant précis, je veux bien rappeler que le commissaire Kambawa, en son temps, a fait venir ses agents qui ont nié tout de bout en bout. Moi, j'étais journaliste, j'ai eu le réflexe d'allumer mon enregistreur pendant qu'on menait un échange. Mais une fois devant leur patron, la version qu'on servait est tout autre. Curieusement, ils ont eu affaire à un journaliste comme ça qui a allumé l'enregistreur pour dire voilà l'échange qu'on a eu. Leur parole contre la mienne. Et si on doit en arriver à ces cas, ce n'est pas intéressant. Je crois que ça doit nous donner beaucoup de leçons pour que nos frères, nos parents, nos enfants qui sont... Enfin, quand je dis nos enfants, pas forcément parce que j'ai l'âge d'avoir un enfant qui est policier, mais je parle de façon globale comme ça, comme étant la voix de la population pour dire c'est un enseignement que ça doit nous donner, et en même temps à ses parents policiers pour qu'on sache le juste milieu dans les actes, les corrélations qu'il doit y avoir entre forces de sécurité publique et citoyens béninois. Alors, Samson Cabral-Adessi, n'est-ce pas l'occasion quand même de demander à nos forces de l'ordre d'agir en ce genre de situation avec beaucoup de précautions? Oui, je crois que toutes les occasions sont bonnes désormais pour conscientiser davantage ceux qui assurent notre sécurité. J'ai toujours de la peine lorsqu'il s'agit de clouer au pilori ces hommes en âme, qui font un travail assez impressionnant que moi, je ne peux pas faire. Un travail de beaucoup de sacrifices. Franchement, c'est vrai, ils sont formés pour, mais il faut reconnaître que la tâche n'est pas du tout aisée. Maintenant, la question qu'on se pose, leur mission première, est-ce que c'est de tuer? Je crois que non, c'est de protéger tout le peuple, de protéger le commun des mortels, on va le dire comme ça, de tous ceux-là qui pourraient mettre à mal leur sécurité ou leur quiétude. Maintenant, je me dis, lorsque on me raconte que c'est des éléments qui ont pourchassé, on va le dire comme ça, dans son dernier retranchement, un individu qui aurait violé peut-être le code de la route, je me dis qu'il y a un problème parce que, à mon entendement, le véhicule que l'intéressé conduisait est immatriculé. Et avec seule l'immatriculation, on peut plus tard identifier, reconnaître celui qui a violé le code de la route. Mais pourquoi se mettre à cette route? Pourquoi le poursuivre jusqu'à cette barbarie qui s'en est survenue? Je crois que toute la problématique se trouve à ce niveau. J'ose croire que l'actuel gouvernement du président Patrice Talon a essayé dans une certaine mesure d'améliorer un peu leurs conditions de vie. Et donc, du point de vue salarial, je crois qu'ils ne sont pas les mieux lotis, mais comparativement à ce qui se passait il y a 5 ans, il y a 10 ans, je crois que ces forces de l'ordre peuvent pousser aujourd'hui un ouf de soulagement. Mais pourquoi aller jusqu'à cette extrémité? Je ne trouve pas forcément raison à cette barbarie. Je ne trouve pas forcément une réponse
qui pourrait justifier cet acte. Maintenant, au-delà, parce qu'on nous a dit qu'ils sont déjà... Allez voir, peut-être, au-delà, aurait déjà sous sa charge, sous sa responsabilité, des enfants, mais qui sont aujourd'hui sans abri. C'est vrai que la situation est bien regrettable, Samson Cabral. C'est vraiment juste quelques secondes pour fermer cette rubrique. C'est une affaire qui est en instruction. On doit pouvoir faire confiance en la justice de notre pays qui fera absolument son travail. On ne peut pas présager de l'issue d'un procès, Samson Cabral à Delcy. Et donc, je voudrais quand même que nous, en tant que citoyens, en tant que population, que nous puissions observer quelques... comportements qui puissent permettre aux forces de l'ordre de mieux faire leur travail. Lorsque vous êtes interpellé, si vous ne vous reprochez rien, stoppez, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Lorsque vous êtes interpellé, il faut vous arrêter. Maintenant, vous ne vous arrêtez pas, vous faites de la vitesse et ça conduit à cela. C'est dommage, c'est dommage. Encore que bon, on vous dira que ça s'est produit à Bétérou. Bétérou, c'est déjà dans la commune de Tchaourou, alors que eux autres sont ici à Parakou. C'est bien triste. C'est bien triste. Merci à vous, Tony Aubin. C'est sur cette intervention que nous refermons donc cette rubrique. Et c'est bien l'heure de la chronique. Le BMP et la levée de l'immunité parlementaire. Samson Cabral à Delcy, à vous l'antenne. Oui, merci à vous, cher ami Hippolyte Agossou. Le bloc de la majorité parlementaire a rompu le silence. Depuis sa création au lendemain de l'échec de la recevabilité du projet de loi portant révision de la Constitution, c'est le mardi 27 février dernier que ce creuset des élus du peuple a effectué sa première sortie médiatique. Comme l'on pouvait s'y attendre, le BMP a réitéré son soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon. L'exercice aura le mérite d'aborder plusieurs sujets à la une de l'actualité. La non-désignation des membres de l'Assemblée nationale au COS-LEPI, la demande de la levée de l'immunité parlementaire, la grève des travailleurs, la réforme du système partisan sont les sujets majeurs sur lesquels les députés acquis à la cause du régime Talon ont prêché à l'occasion de cette rentrée politique. Sur la forme, cette sortie de la majorité parlementaire pourrait être perçue comme l'étalon de la vitalité de la démocratie béninoise. Aux antipodes de la minorité, la soixantaine de députés avaient la latitude de forger et de défendre leur idéologie politique. Mais sur le fond, c'est un spectacle désolant et déshonorant d'un conglomérat d'élus du peuple qui foule aux pieds les rôles d'une institution de contre-pouvoir dans ses lettres et dans son esprit. Mandatés par le peuple, ces parlementaires portent volontiers la parole du gouvernement de la rupture. Avec ou sans consentement de leur mandant, les députés BMP s'érigent désormais en laudateurs du pouvoir exécutif et déclament à son chef des panégyriques. La technique sera de flatter Talon, le caresser dans le sens du poil et d'obtenir gracieusement son visa pour l'expédition de 2019. De véritables renards aux théories grotesques qui peinent à camoufler la peur de manquer le rendez-vous de la 8e législature. Patrice Talon a besoin, certes, de l'accompagnement du Parlement, mais pas de tels agissements, de telles fourberies qui opposent les enfants de la République. Cependant, sur la question de la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés de l'opposition, eh bien, je salue le courage et l'engagement du BMP. Faut-il le rappeler? Selon l'article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'immunité parlementaire peut être levée dans les cas de délit ou de crime flagrant lorsque le député, auteur, co-auteur ou complice de l'infraction poursuivie aura déjà été ou non arrêté et détenu. La levée peut être demandée également dans le cas de délit ou de crime lorsque des poursuites doivent être engagées contre le député, auteur, co-auteur ou complice d'une infraction. Elle sera enfin évoquée dans le cas de délit ou de crime
lorsque les poursuites engagées contre le député, auteur, co-auteur ou complice de l'infraction sont provisoirement suspendues. L'article 71.6 précise, lui, que la décision d'accorder ou de rejeter la levée de l'immunité parlementaire est adoptée sous forme d'une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculés par rapport au nombre des sièges effectivement pourvus. Ce rappel pour dire aux députés de talent d'œuvrer pour la manifestation de la vérité dans notre pays. Sans complaisance aucune et loin des intrigues, la majorité parlementaire devra pour une fois permettre à leurs collègues mis en cause de laver leur honneur. À qui sera le prochain tour dans cette vaste campagne de moralisation de la vie publique? La réponse reste pour l'instant incertaine. Seulement, Gbadamasi, Kassa, Gbangba et Okulola n'auraient aucune excuse de se dédire d'un tel engagement, voter pour la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues concernés. En attendant la mise au goût du jour et bien entendu des scandales PPEA 2, machines agricoles, Sensad, Maria Gleta et autres, le BMP aura le mérite de concrétiser ce projet cher au président Talon et de baliser désormais le terrain. Merci à vous, Samson Cabral-Adensi. On se retrouve juste après ceci. Voilà, la sortie du bloc de la majorité parlementaire a permis tout de moins de quand même aller à la source pour avoir certaines informations. Cette sortie qui a tourné autour d'une certaine thématique, dont la grève au sein de l'administration publique, eh bien, la levée de l'unité parlementaire aussi. On en parle tout de suite et maintenant. On a suivi à cet effet l'honorable Louis Vlavonou à l'endroit des grévistes qui propose aux deux parties, que ce soit le gouvernement ou les travailleurs, de saisir le juge administratif. Tony Aubin. Je vous remercie. Tout au moins, ce député a eu la présence d'esprit de proposer aux deux parties de saisir le juge administratif. C'est une bonne chose. C'est une belle proposition à mon avis. Contrairement à ce ministre du gouvernement qui est en train de, à travers un coup magistral, rappeler ou apprendre aux Béninois la légalité ou l'illégalité du gouvernement. Certainement que c'est décidé en Conseil des ministres. C'est sûr que nous ne parlons pas de la même séance, quoique nous parlons du même ministre, nous ne parlons sans doute pas de la même séance. Maintenant, par rapport à cette sortie, moi je voudrais croire que je voudrais comprendre que c'est une fois encore la sortie des FCBE qui continue de faire des vagues. Parce que juste au lendemain de cette sortie, on a noté beaucoup de remous dans la classe politique béninoise. Ce qui est aberrant, c'est que sous d'autres cieux, par principe, le député a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement. De légiférer aussi. De légiférer, d'assurer la représentativité, c'est cela. Mais ce n'est pas exclu aussi que les députés se mettent pour défendre les actions du gouvernement. Sous les tropiques, et plus précisément ici chez nous au Bénin, c'est le député qui pommade le régime en place de sorte à lui donner toute la force nécessaire pour foncer dans les dérives. Je vais vous dire ceci. L'enjeu, c'est 2019. L'enjeu, c'est 2019. Après 2019, c'est sûr que ces députés tiendront un autre discours. Nous savons très bien comment ça se passe ici au Bénin. Il faut toujours se mettre sous les aisselles du pouvoir pour s'assurer un retour à l'Assemblée nationale. Et juste après cela, on tourne kazakh et on commence par se mettre dans des calculs d'intérêt personnel, sordide, égoïste. Et c'est la politique, en fait. Et toute action a quand même un fond. C'est justement pour ça qu'ils agissent. Lorsque le peuple vous a confié un mandat de le représenter à l'Assemblée nationale, donc de défendre ses intérêts, pendant que ce peuple dort dans l'obscurité, parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui que la crise énergétique est totalement résolue, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que les Béninois arrivent à répondre favorablement aux sains besoins fondamentaux de l'être humain. Lorsque ça se passe comme ça,
il est clair que vous n'avez forcément pas votre place dans cette salle en train de dire ce que vous avez dit. Moi, j'aurais préféré que ces députés-là aillent au contact de leur population, ne serait-ce que pour échanger, partager quelques Tony, moments de convivialité. Vous ne pensez pas que ces difficultés-là sont quand même des difficultés inhérentes à tout régime? Ils ne sont pas dans le peuple, ces députés. Ils sont peut-être avec le peuple, mais ils ne sont pas dans le peuple. C'est dommage, c'est bien dommage. Ils sont 60, environ 60. On va voir si cette demande de la justice, bon, c'est la justice qui a demandé. Et, en tout cas, moi, je ne voudrais forcément pas m'avancer, dire ce qui me passe par la tête. Mais on va voir si la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues pourra être effective. Parce que quoi? Tous autant qu'ils sont, presque, ils ont des casseroles, ils ont des affaires, ils ont des dossiers. Ça, c'est vous qui le dites. Si vous levez, si vous acceptez de faire ce jeu-là, si vous livrez votre collègue aujourd'hui, c'est sûr que demain vous serez livré aussi. Peut-être que c'est un jeu politique. Alors, Léon Batonwero, il y a une théorie qui ne cesse de revenir tout le temps. On a entendu l'honorable Vlavonou nous dire qu'il y a une main visible derrière ces travailleurs qui, sans cesse, réclament, peut-être vont en grève. Et pas d'une main visible. Oui, peut-être que la main visible d'hier est devenue celle invisible d'aujourd'hui et celle invisible d'hier est devenue celle visible d'aujourd'hui. Qui sait? C'est quand même de bonne guerre. C'est en politique que nous sommes. Et je crois que les gens, ils utilisent toutes les mesures qu'ils ont à leur portée, toutes les dispositions, toutes les armes, j'allais dire, qu'ils ont pour faire le combat politique. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'écoutais encore une autorité politique le dire si fermement dans un certain huis clos pour dire que la politique telle qu'elle se mène au Bénin, elle est un peu à craindre dans le futur si on doit continuer comme ça véritablement, de telle sorte que celui qui est au pouvoir aujourd'hui fait tout pour qu'on dise qu'il fait bien, si bien que demain, on lui retrouve qu'il avait tellement mal fait qu'il n'a rien fait pratiquement. Parce que c'est un peu comme ça que je caricature notre gestion du pouvoir politique au Bénin. Vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs qui hier était aux côtés du régime ancien pour avoir conduit les affaires du Bénin avec Boni Yayi et qui aujourd'hui sont encore avec le régime actuel, mais qui trouvent des failles. Et je trouve que ce monsieur qui est venu beaucoup plus échanger avec les journalistes, Jean-Michel Abimbola, il est un peu mal placé à mon entendement pour faire beaucoup trop de critiques à ce qui se faisait avant, pendant qu'il y a participé pour un peu, et aujourd'hui, le voilà, un peu comme Koupaki, un peu comme Sakalafia. Il n'y a pas que Jean-Michel Abimbola qui était. Oui, c'est pourquoi je cite beaucoup. Je peux citer Pascal Koupaki qui a toujours cité, je peux citer Sakalafia qui est encore là, qui a traversé presque tous les régimes, a fait ça aussi. Il y a quand même beaucoup de ces cadres-là. Aujourd'hui, on a, je crois le chroniqueur a évoqué encore quelques dossiers où on a des députés qui ont été ministres hier, qui aujourd'hui, heureusement, sont députés qui bénéficient d'une certaine immunité et peut-être aussi de la faveur du grand nombre du bloc de la majorité parlementaire qu'ils forment pour qu'ils ne puissent peut-être pas être embêtés aujourd'hui. Mais un peu comme Tony l'a dit, il se peut que demain, le pouvoir change de main et qu'on vienne leur dire « Ah oui, vos casseroles, on les ressort ». Je veux aussi revenir sur quelques points que ces représentants, nos représentants à l'Assemblée nationale ont cité pour essayer de mettre un peu plus de l'enjoliveur à la gestion de ce pouvoir actuel. Ils nous ont cité l'assainissement des finances publiques. Ça, c'est un débat un peu plus intellectuel. Peut-être qu'il faut être allé à l'école pour comprendre ce qui se fait et voir qu'il y a quelque chose peut-être qui change. Mais pour le Béninois lambda, un peu comme Tony l'a dit, on a besoin d'électricité, par exemple. On nous dit les délestaires sont finis, mais on sait toutes les perturbations qu'on a quant à ce qui est de la question énergétique au Bénin. Il n'y a pas longtemps que dans cette télévision, dans la rédaction, le directeur qui est chargé de la région Borgoa-Libori nous expliquait les différentes failles qu'il peut y avoir
pour qu'on ait des interruptions d'énergie, ce qu'on observe de temps en temps. De toute façon, on n'est pas satisfait de la qualité de la prestation de cette société-là. Il y a le fait que l'on nous cite les cantines scolaires. Mon cher ami Samson Adensi a très bien fait de nous avoir sorti un certain reportage qu'on a passé sous coup de gueule ici, mais qui nous montre la qualité de ce que nos enfants mangent dans notre environnement immédiat. La mauvaise qualité. Oui, très mauvaise qualité. Qu'en est-il de ceux qui sont ailleurs? Je n'en sais rien, mais je sais que ce qui est de notre environnement immédiat, les parents ne sont pas du tout satisfaits. Et on peut citer d'autres exemples. On peut encore en citer. Véritablement, le débat qu'on nous mène aujourd'hui par rapport aux gens de Glodjigbe qui étaient propriétaires terriens, on ne peut pas dire qu'ils sont satisfaits. Qu'on nous dise aujourd'hui que le gouvernement fait des efforts pour un projet qui date de longtemps et qu'on ne peut pas passer de l'argent ou alors emprunter de l'argent des pays qui ont un peu plus de moyens que nous, qui sont nos soutiens, et venir donc payer les propriétaires. Je dis, qu'est-ce qu'on a planifié depuis toutes ces années? Alors, Léon Baton, donc vous pensez qu'on peut se passer de l'argent pour se faire du développement? Autant, mais l'argent qu'on passe, on fait quoi avec? C'est pour le développement. Qu'on veuille aller dire qu'on rembourse les propriétaires terriens, ou bien qu'on veuille dire, bon, c'est plutôt l'infrastructure qu'on érige, ce n'est pas aux partenaires forcément d'en décider. Vous savez aussi bien que moi que parfois, il y a eu des agents empruntés pour aller payer même les salaires, des dépenses de souveraineté de l'État. Oui, le sacrifice, c'est bon quand on le dit, quand vous avez un citoyen très pauvre comme j'en connais dans mon village, qui ont une portion de terre, et qu'on leur dit, sacrifiez-vous. Vous n'arrivez pas déjà que depuis un certain temps, le pouvoir, enfin l'État a fait un certain nombre de réformes, vous n'arrivez déjà pas à vous en sortir, et on vous prend votre portion de terre où vous avez l'habitude de faire votre petit maïs ou je ne sais pas, des ignames, on vous dit sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous. Dans le même temps, vous voyez d'autres personnes qui sont bien assises, bien loties. Et quand j'écoutais cette rencontre, la vidéo de cette rencontre, j'ai vu le maire Bada. J'ai regardé. Vous voyez ses lunettes, vous voyez ses bagues, vous voyez ses... Je dis, mais ça, c'est des gens qui vivent. Mais ils ne sont pas comme mes pauvres parents à qui on prend des terres. On ne dit pas que pendant qu'on est citoyen béninois, il ne faut pas céder sa terre, mais au moins une certaine valeur qui leur permettrait de se recaser quelque part. Mais quand on leur demande simplement de se sacrifier pour une nation qui ne vous récompense pas forcément, ou vous ne vous retrouvez pas dans ce qui se fait, il y a un problème. Je ne dis pas que tous les Béninois ne se retrouvent pas, mais il y en a certainement qui sont en train d'applaudir le régime comme les députés de la majorité, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes que moi, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les citoyens. Alors, Samson Cabral Adensi, la question qui vous sera adressée, vous l'avez déjà posée dans votre chronique. Si il arrivait, selon l'engagement que ces députés de la majorité sont en train de prendre, s'il arrivait, on lève l'immunité parlementaire de ces députés, à qui le tout, selon vous? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Patrice Talon et son gouvernement savent bien le plan qu'ils ont à propos. Mais il faut reconnaître que Hippolyte Agossou, les députés du BMP ont choisi délibérément de s'éloigner de leur peuple. Ce peuple qui les a mandatés. Je ne pense pas que ce soit Patrice Talon qui aujourd'hui fait l'unanimité au sein de ce peuple, raison pour laquelle ces députés... Après 2019, on verra qui soutient ou qui ne soutient pas. Raison pour laquelle ces députés ont choisi, au lieu de descendre dans leur base, dans leur communauté, dans leur circonscription respective, au lieu de descendre dans leur circonscription respective et expliquer les bonnes actions et en même temps les failles qui découlent de la mise en œuvre des actions du président de la République, ils ont choisi délibérément de tenir des propos flatteurs à l'endroit du chef de l'État en échange de ce que Tony a évoqué. Et c'est bien la motivation de ces députés. Comment faire pour s'offrir ces armes parlementaires en 2019. Mais je crois que toute la responsabilité revient au peuple de trancher. Mais en attendant, je voudrais faire foi à cet engagement des députés du BMP. C'est peut-être de façon subtile que certains d'entre eux ont manqué
ce rendez-vous d'Azalaï Hotel. Parce que lorsque, dans le lot, je ne retrouve pas André Okunlola, je ne retrouve pas Barthélémy Kassa, je ne retrouve pas beaucoup d'autres députés qui, quand même, avaient la verve de défendre le président Patrice Talon. Il y a un bon nombre de députés du PRD qui ne sont pas là. Peut-être, on peut me dire, qu'ils sont sur d'autres fronts. Mais, à mon entendement, c'est à croire que eux tous, autant qu'ils sont au sein du BMP, ils ne partagent pas le même engagement. C'est pourquoi je veux croire que l'honorable Rachid Gbadamansi est sincère envers lui-même quand il dit que Souboni Yahi, il fait partie de ceux qui ont mis en œuvre une politique pour barrer la voie à cette demande de levée de l'immunité de Barthélémy Kassa. Il a dit à cette séance, je l'ai entendu. Cette fois-ci, j'ose croire que la demande de la levée de l'immunité de cette députée est venue à point nommé et donc il doit pouvoir en son temps voter pour cette demande et non de faire des procurations comme d'autres peut-être le feraient. On doit pouvoir reconnaître que le président Patrice Talon a l'ambition de nettoyer, de trier le bon gré du livret. Et à mon entendement, on doit pouvoir l'accompagner. Parce que si la lutte, pour moi, cette lutte, elle est impartiale. Parce qu'il doit pouvoir finir son mandat avant qu'on ne tire les grandes conclusions. Mais en l'état actuel des choses, on peut déjà dire que c'est un bon début. C'est-à-dire le fait de rendre gorge à ceux-là et qui ont manqué de probité, qui ont manqué de gestion orthodoxe quand ils étaient aux affaires. Je ne voudrais pas qu'on fasse le lien de cette lutte avec la sortie des FCBE. C'est comme si nous avons volé ensemble, on a connu des malversations ensemble, et pourquoi vous commencez par nous? On doit pouvoir commencer quelque part. Et c'est déjà bien qu'on commence par les députés de l'opposition. Mais il faut qu'en son temps, le BMP fasse bloc derrière cette demande de levée de l'immunité. Vous m'avez demandé à qui le tout, je ne saurais le dire sur ce plateau, mais ça aurait été bien qu'après cette vague de députés de l'opposition, qu'on puisse se pencher également sur les dossiers Maria Greta, sur les dossiers machines agricoles, sur les dossiers PPEA 2, et donc ceux-là sur qui les soupçons pèsent encore se retrouvent au sein du même BMP. Et l'exercice peut-être sera beaucoup plus facile à ces députés de livrer leurs propres collègues du même camp devant les juridictions pour laver leur honneur. Tony Aubin, n'est-ce pas une occasion quand même qui est donnée à ces députés de la minorité pour aller quand même prouver par A plus B que ce qu'on leur reproche, ce n'est pas le cas? Devant la justice. Devant la justice. Devant la justice. C'est le moins qu'on peut se souhaiter si tant est qu'ils se reprochent rien, s'ils savent qu'ils n'ont pas trempé, bon, il n'y a pas de problème, qu'ils se mettent tranquillement à la disposition de la justice pour que lumière soit faite. C'est vrai, d'aucuns pourraient penser qu'ils sont diabolisés. Lorsque vous n'êtes pas du côté du régime, vous êtes diabolisé, vous êtes pris pour le bon diable, vous voyez, et vous êtes appelé à vous défendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voudrais faire savoir qu'il ne serait pas bien, ça me semble, que la lutte soit sélective. Pourquoi commencer d'abord par les députés de la minorité? Mais il faut quand même commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Il faut commence par soi-même, dit-on. Bon, ici, je peux même, la dignité bien placée devrait commencer par sa maison. On peut montrer sa bonne foi en débarras une fois par là, hein, parce que on peut quand même avoir le courage de contourner parfois les règles établies, même celles préétablies. D'accord? Si vous tapez autant du côté gauche, tapez aussi de l'autre côté, pour que nous puissions tirer la conclusion selon laquelle... Le chef de l'État qui croupit derrière les barreaux. Bon, au moins, ça pourra peut-être nous amener à penser autrement, d'accord? Mais c'est un seul. Pour l'instant, c'est un seul. On aurait souhaité que cela soit de façon équilibrée. Mais je précise qu'après 2019, on va noter une nouvelle configuration de la... Non, c'est comme cela que ça tourne ici au pays. Et on ne sera jamais en paix tant que le débat
Talon, Yahi sera en vogue dans ce pays. Parce que quoi? Lorsque Yahi a fini, il a fini ses 2 mandats, il est parti. Vous voyez, tout ce que nous avons suivi là, ces députés-là ne s'adressaient forcément pas au peuple. Ils ne s'adressaient forcément pas à vous, ni à moi. Peut-être qu'ils ne s'adressaient même pas aux enseignants. Ils savent ceux à qui ils sont en train de s'adresser. Et c'est un peu comme un règlement de compte. Et quand ça se passe comme ça, le développement du pays prend un coup. On perd du temps autour pas des inutilités, mais on perd du temps autour de certaines choses qu'on pourrait régler sans bruit, en fait. On pourrait régler ces choses-là sans bruit et évoluer. Vous allez constater qu'en 2021 ou en 2026, lorsque le pouvoir va changer de main, on va pouvoir passer beaucoup de temps à régler le compte de ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui. Et quand ça se passe comme ça, on va perdre beaucoup de temps. Alors, Léon Batonwero, je cite, « Nous allons répondre point par point », disait Jean-Michel Abimbola. Est-ce de ça que le peuple a besoin aujourd'hui? Jean-Michel Abimbola disait que désormais, c'est comme si eux sont déjà bien assis et les oreilles aiguisées, l'œil bien ouvert pour répondre du tic au tac. Tant qu'il y aura action, c'est qu'il y aura réaction. Et on ne peut donc pas dissocier le combat politique ou les sorties politiques, les déclarations qui s'y font. On ne peut pas dissocier le fait que l'interaction de la gouvernance antérieure à celle d'aujourd'hui continue donc d'animer la vie politique. Et on ne peut pas dissocier le fait que la sortie des FCBE réveille ceux qui pourraient être des soutiens de la mouvance actuelle. Parce qu'il y a eu 2 ans passés où on dit qu'on lutte contre la corruption, 2 ans passés où on sait qu'on a beaucoup d'actions à mener et la lutte contre la corruption faisant partie de l'une d'entre elles, mais on n'a pas demandé à lever l'immunité parlementaire de certains députés. Mais il a fallu que ce congrès qui se tienne à Parakou pour que des gens disent véritablement qui sont là. Comme le dirait l'autre, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ces députés qui ont bien visé avant de pouvoir organiser le 2e congrès, pour qu'on sache que c'est après que la demande a été introduite. Nous sommes des journalistes Hippolyte Agossou et on sait que pour ce qui est de la proximité, on n'aurait pas vu certains qui auraient voulu y être parce qu'ils savent les représailles qui viendraient à eux s'ils s'étaient rendus là. Nous sommes des journalistes, nous sommes dans des investigations, nous sommes à des moments donnés en contact de certaines informations qu'on ne demande forcément pas, mais qui sont vraies. Et de ce point de vue, il est évident que la sortie politique des FCBE a réveillé ceux qui pourraient être de la majorité parlementaire actuellement et qui soutiennent les actions du chef de l'État. Et je dois, au même titre que Samson, reconnaître qu'ils sont en train de s'égarer de leur mission fondamentale. Leur mission fondamentale qui est de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement et non pas de soutenir, encore que Talon avait dit qu'il n'avait pas besoin de soutien, mais aujourd'hui on constate que ça a commencé. Si on veut répondre du tic au tac, ça veut dire que les soutiens vont aller grandissant. Non mais c'est Jean-Michel Abimbola qui le dit. Oui, Jean-Michel Abimbola pour le compte de qui? Pour le compte de Talon qui a dit qu'il n'en veut pas. Alors là, ça c'était avant le 4 avril 2016. Mais il n'a pas dit qu'il veut. Après, le discours n'a pas changé officiellement. On attend qu'il revienne, qu'il dise qu'il attend ou qu'il veut, qu'il a besoin de soutien. Quand moi j'observe ce qui se passe, finalement, je me dis, les gens n'ont pas eu tort d'annoncer un certain nombre de choses et qui, comme une prophétie, est en train de se réaliser. Quand les gens disent qu'il faut tenir des gens, qu'il faut empêcher la compétition, qu'il faut ci, qu'il faut ça, quand on regarde dans les actes qui s'observent dans notre pays, on est en droit de penser que c'est une ligne tracée, que les gens suivent rigoureusement et qu'il n'y a pas de faille. Et que ce qu'ils ont dit, c'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas failli pour ça au moins. Et non pas pour des promesses mirobolantes faites aux enseignants. En les rencontrant en étant candidat, Patrice Talon les a rencontrés, il lui a fait des promesses. Il lui a promis qu'un certain nombre de choses seront réformées de telle sorte à ne plus observer des grèves. Mais aujourd'hui, il est dans la logique de dire que avec son gouvernement, bien entendu, que leur grève est illégale. Une grève qui a commencé depuis des semaines, pour laquelle ils ont négocié, ils ont tenté, ils ont, semble-t-il, de toute façon, la légalité de la grève revient au juge. Lui, Vlavonou lui a déjà... Mais le gouvernement n'est pas la justice. Elle a évoqué pourtant des points de la justice. Il y a un ministre, un super ministre qui vient de surcroît rendre compte des décisions du gouvernement, même si vous refusez de voir, comme Tony l'a vu, lui, que ce super ministre est dans un rôle assez
gênant. Un super ministre qui, ma foi, quelques années plus tôt, était aux côtés des mêmes syndicalistes pour défendre un certain nombre de droits qu'il réclame encore aujourd'hui. J'ai comme impression, Léon Baton-Rouleau, que vous voyez le super ministre devant, mais le ministre ne rend compte que des décisions qu'ils ont prises en Conseil des ministres. À lui seul, il a quand même un pouvoir que vous refusez de voir. Djabouénou Joseph, c'est un monsieur qui est un soutien personnel du chef de l'État actuel, son avocat personnel, un monsieur qu'il a soutenu pendant qu'il était en exil, qui est devenu président, qui vous nomme ministre de Justice, avocat au barreau, ministre de Justice. Ça suppose qu'il estime que lui, il a un certain bagage, une certaine qualité, et il peut impacter les décisions du gouvernement de par ses analyses, de par ses comptes rendus, un peu comme les autres travailleurs de la fonction publique, d'autres corps, avec qui il est en corrélation dans cette crise. Et on ne peut pas souhaiter que ça continue comme ça continue, parce qu'on a l'impression que plus on sort ces genres d'arguments, plus on sort ces genres d'âmes, plus les travailleurs durcissent leur ton pour dire on veut voir jusqu'où ils sont capables de nous mener. Et ce n'est pas eux qui perdent, ce n'est pas les syndicalistes forcément qui perdent, mais c'est tout un peuple qui perd. Et le peuple ne peut pas arrêter ça. Et pour ceux qui, des députés, demandent aujourd'hui que le juge administratif se prononce, je crois qu'il est temps. On ne peut pas avoir une seule loi, un seul article, et que celui-ci dise c'est comme cela que ça veut dire, et que l'autre dit c'est plutôt ça que ça veut dire. Parce que c'est à ça qu'on assiste de tous les temps. Entre syndicalistes et gouvernants, il y a toujours une question d'interprétation des textes. Il est temps que ceux qui sont là, des professionnels, nous disent qu'est-ce que les textes disent et qui a tort, qui a raison, à quelle limite on peut aller, à quel extrême on ne peut pas aller. Alors justement, Samson Cabral-Adensi, parlant de 2019, avec ses soutiens tous azimuts dans un bloc, le chef de l'État ne doit-il pas faire attention avec ses soutiens? Oui, Patrice Talon le sait. Il les maîtrise tous, plus que ce que nous disons sur ce plateau. Il sait très bien le rôle qu'a joué Rachid Gbadabansi sous le régime, sous le régime, parce que à mon avis, dans le lot, j'adore la stratégie politique de l'homme, parce que c'est le seul député parmi tous ceux qui étaient à cette conférence de presse qui n'inspire pas confiance, à mon avis. Ah bon? Je vous dis pourquoi. Vous savez, c'est votre point de vue. Laissez-moi finir, Hippolyte Agossou. À quelques mois des élections présidentielles, vous rappelez certainement des propos que l'honorable Rachid Gbadabansi a tenus à l'encontre du candidat Patrice Talon. Patrice Talon était candidat, il le sait, et pourtant, son premier choix était Sébastien Germain Adjamon. Aujourd'hui, à cette conférence, il dit que Patrice Talon va étonner le Bénin. Mais si tant est qu'il reconnaissait à Patrice Talon cette qualité de booster le développement, cette qualité de changer le cours des événements pour le bien-être de son peuple, le peuple qu'il prétend défendre à l'Assemblée nationale, il aurait pu adhérer à sa vision, à sa candidature, et non d'attendre le second tour de l'élection. Ça a été un jeu libre. Un jeu libre. C'est pour vous dire. Tony Aubin, ça a été un jeu libre. Samson Cabral-Adensi. Donc vous pensez... Permettez-moi. Tony Aubin, laissez Samson aller au bout. Samson Cabral-Adensi. Donc vous pensez que... C'est moi qui pose les questions, Tony Aubin. Je vous l'accorde. Samson Cabral-Adensi. Donc vous pensez que Jean-Michel Abimbola, Louis Vlavonou et autres inspirent confiance mieux que l'honorable Rachid Gbadabansi, pendant qu'on sait qu'on est sur un terrain purement politique? Au regard des différents comportements, des différents changements. Justement, Jean-Michel Abimbola, c'était la même veste. Je dis que l'honorable Rachid a opéré depuis 2006 jusqu'en 2018. Je dis qu'il ne m'inspire pas confiance. Et Patrice Talon sait très bien que, tout comme Gbadabansi, il y en a encore qui sont tapis dans l'ombre du BMP et qui pourraient radicalement changer de veste à l'issue des élections législatives de 2019. Et par rapport à ce comportement, il doit pouvoir prendre de la hauteur et préparer ces éléments qui doivent aller à la conquête de l'électorat en 2019 pour le compte des élections législatives. Venons-en un peu, Hippolyte Agossou, au thème de cette rencontre. Lorsqu'on me placade, engagé avec le président Patrice Talon pour des réformes, je dis que c'est un thème qui dépeint un peu, ou qui fait ombrage, j'allais dire, sur l'indépendance de l'élu du peuple.
lorsque vous êtes engagé avec le président de la République, on pourrait très rapidement établir cette similitude dangereuse et qui pourrait soutenir des réformes qui iraient contre les intérêts du bas peuple. Alors que et pourtant, l'élu du peuple est quand même un élu qui doit aller dans le sens du développement. J'aurais aimé que ces députés descendent dans la base, dans leur circonscription, pour expliquer davantage le bien fondé des différentes réformes mises en œuvre par le régime Talon. Au lieu de rester dans un hôtel, dans des salles VIP, alors que le peuple est enfariné, le peuple souffre à la base pour distiller des messages vraiment d'une manière un peu pas encouragée sous ce régime. Parce que Patrice Talon veut que chacun de ces députés soit libre de leur mouvement pour lui faire des propositions concrètes. C'est de ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de ce soutien aveugle. J'appelle ça soutien aveugle. Jean-Michel Abimbola, il sait de quoi il parle. S'il a aujourd'hui l'outrecuidance de parler en ces termes, il se reproche pas grand chose. Parce qu'il a été aux affaires, il sait que même si la rupture demandait à fouiller sous sa gestion, il n'aurait pas... Espérons tout de même qu'il sera blanc si la rupture... Pas le cas. Espérons qu'il sera blanc si la rupture demandait à fouiller son passé. Tony Aubin, c'est votre mot de la fin en même temps. Au ministère de la Culture, et on a connu cette affaire du fonds d'aide à la culture. On peut fouiller, on peut fouiller. La gestion aussi. D'accord. Non, vous aurez la parole pour finir. Tony Aubin, votre mot de la fin. Je voudrais faire savoir que Abimbola, autant que Gbadamassi, sont restés du côté de Boniaï. Maintenant, lorsque vous dites, moi je me sens un peu choqué lorsque Samson personnalise le débat. Ce n'est pas pour défendre Rachid Gbadamassi, loin de là. Mais lorsque vous dites au regard des nombreux changements, il en a opéré combien? Au départ, est-ce que j'ai la parole? Au départ, il était dans le G13. Au départ. Maintenant, du G13, nous n'allons pas faire l'historique de l'honorable Rachid Gbadamassi ici dans son évolution politique. Votre mot de la fin, juste 2 secondes pour finir. J'aurais souhaité pour les prochaines fois que vous partagez la parole de façon équitable. Ce que nous avons fait d'ailleurs sur ce plateau. Vous ne le faites pas souvent. Hippolyte, je suis désolé pour cela. Je vous remercie. Alors, Tony et Léon Batorero pour finir. Je disais que vous restez toujours... Samson m'a l'air de celui qui pense que il y a des ministres ou certains cadres de la majorité actuelle des députés qui soutiennent les actions du pouvoir actuel qui ne se reprocheraient pas grand-chose. Et en exemple ici, Michel Abimbola, moi je veux simplement faire remarquer que je n'en sais rien. Je ne suis pas juge, je ne suis pas un monsieur qui est... comment dire, un auditeur, mais je sais que le gouvernement actuel a, dans une de ses décisions de compte-rendu du Conseil des ministres, évoqué le fait que le fonds d'aide à la culture a été suffisamment mal géré dans ce pays. Et il en était ministre en son temps. J'avoue que quand on est ministre de la Culture, qu'on a un fonds sous son ministère, tout et tout, ça veut dire qu'on a une certaine responsabilité. On attend alors de voir les résultats de l'audit. Pour finir, Hippolyte Agossou, je veux revenir au sujet du coup de gueule ce soir pour dire qu'on a des acteurs de sécurité qui font beaucoup de sacrifices, on le reconnaît. On sait qu'il y a des gens qui se battent pour le bien du peuple, mais il ne faudrait pas que le peuple les voie comme des gens qui sont capables de tout pour des miettes, pour un rien, parce que c'est comme ça parfois qu'on les voit avoir les actions qu'ils font. Léon Batorero, le peuple vous a déjà compris. Samson Adessi, votre mot de la fin. Oui, Hippolyte Agossou, c'est vrai, c'est vous qui posez les questions sur ce plateau, mais je voudrais bien partager cette inquiétude avec vous et avec tous nos amis téléspectateurs. Dans le rôle de Jean-Michel Abimbola, auriez-vous ou souhaiteriez-vous retrouver un certain Barthélémy Kassa dans ce rôle? Et André Okunlola Biaou dans le même rôle? C'est pourquoi je dis que c'est des gens qu'on ne cite pas souvent dans les dossiers, dans des scandales. C'est pourquoi, c'est vrai, parce que jusque-là, ils ne font pas encore objet de poursuites, en tout cas dans de sales affaires de notre pays. Pour ma part, je crois que c'est des gens qui sont plus ou moins intègres. Hippolyte Agossou, mon mot de la fin, c'est de demander au président Patrice Talon de savoir conduire cette affaire
de listes, de positionnement, j'allais dire, sur Nous allons revenir d'ailleurs sur les listes la question des positionnements dans une autre émission. S'il y a tout ce bruit, c'est parce qu'il y a des élections législatives en vue. Et le peuple n'a pas le droit de souscrire à des gens qui ne méritent pas d'aller défendre leur cause à l'Assemblée nationale. Mon cher ami Rachid Gbadamansi demeure toujours mon ami, c'est un aîné en droit, je vous le dis sur ce plateau. Et donc, je crois à ces différentes mutations, je crois à ces différents changements de rôle. Mais je voudrais lui faire cette profession de foi, de l'applaudir dès qu'on me dira qu'il a voté pour la levée de l'immunité de cette députée citée. Merci, Hippolyte Agos. Merci à vous, Samson Karola-Nessi. Cette émission est finie par ici. Tony Aubin, j'espère bien évidemment que vous allez partager avec nous votre joie à la fin de cette émission, même si vous êtes fâché pour la parole, mais vous l'avez exprimé. Donc, je me fais le devoir de vous ramener. Donc, nous mettons donc un thème à cette émission. Nous sommes vendredi soir et je vous promets que la prochaine fois que vous allez me donner la parole, je la garderai. Merci à vous, Tony Aubin. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc lundi prochain pour un autre numéro de votre émission Sans détour.